Bonsoir, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Voici les titres de ce mercredi 1er juillet. Des dépistages à la Covid-19 à Élancourt. Cette journée de test s'est déroulée aujourd'hui dans le cadre de la grande campagne lancée en Ile-de-France par l'ARS et les citoyens étaient nombreux sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Alors que l'Union européenne rouvre aujourd'hui ses frontières avec 15 pays du monde, les Français devraient à une grande majorité privilégier des vacances sur le sol national. Qu'en est-il des réservations de séjour pour cet été ? Reportage dans des agences de voyage à Montigny-le-Bretonneux et Versailles. Et puis si vous ne partez pas, vous pourrez tout de même voyager en juillet au son des musiques de la Méditerranée et de l'Angleterre. 3 concerts en plein air sont proposés sur le site du Musée national de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux. Mais avant de développer ces titres, une école maternelle de Mantes-la-Jolie fermée pour cause de coronavirus. 4 cas ont été décelés dans l'établissement des Anémones, dans le quartier du Val-Fouré. Il s'agit de 3 élèves et d'un animateur qui intervient régulièrement sur place. L'Agence régionale de santé a lancé une procédure pour identifier et isoler les cas contacts pendant 14 jours. L'école ne devrait rouvrir qu'à la rentrée de septembre. Se faire tester justement à la Covid-19 et le tout en 20 minutes seulement, c'est l'opération qui a été proposée gratuitement aujourd'hui à Élancourt par l'Agence régionale de santé, Marie-Lénia Pichino, Nicolas Dandry et Hugo Kitson. Il faudra juste baisser le masque sur la bouche, s'il vous plaît. Étendre la narine pour ce test virologique qui détermine si vous avez ou non le coronavirus au moment du test. Une opération proposée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Là, on est à la 6e opération dans les Yvelines. On a 2 types d'organisations. Une comme aujourd'hui, où en fait, avec les mairies, on travaille à la logistique, l'installation des barnums. Et puis, ce sont les équipes de l'AP-HP qui viennent clé en main avec les équipes administratives, les équipes de préleveurs et un médecin. On a eu donc un coup de fil de l'ARS nous demandant effectivement si on voulait participer à cette campagne de dépistage. Et nous avons répondu favorablement parce qu'effectivement, on pense que c'est vraiment très important de faire cette campagne pour éviter effectivement que l'épidémie recommence. L'organisation s'est faite en 8 jours, la communication via les réseaux sociaux et le bouche à oreille a bien fonctionné. Plus de 400 personnes ont pris leur ticket pour se faire dépister. 500 tests sont disponibles en tout. Génial, bravo. C'est moins bien que de manger une glace, mais c'est pas mal. Alors, puis j'ai un âge où j'ai quand même 55 ans. On ne sait pas trop comment ça, malheureusement, ça peut finir, quoi. Je vais partir en vacances. Je ne voudrais pas contaminer des amis. Donc c'est pour cette raison que je viens. Les résultats sont délivrés entre 24 et 48 heures. L'ARS a contacté les communes des Mureaux, de Guyancourt et de Trappes pour organiser de nouvelles opérations d'ici le 10 juillet. À Élancourt, 8 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Dans l'actualité aussi, les changements au 1er juillet, hausse de certains prix du tabac, nouveau dispositif pour le chômage partiel, allocation chômage revalorisée. Il est également possible depuis aujourd'hui, partout en France, de payer ses amendes, impôts ou encore factures dans un bureau de tabac. Ce paiement de proximité qui peut se faire en espèces ou carte bancaire jusqu'à 300 € était expérimenté dans les Yvelines depuis février dernier. Et les factures concernées peuvent être pour la cantine scolaire, l'hôpital, la crèche ou encore la piscine. Le document doit contenir un QR code. Les vacances scolaires débutent à la fin de la semaine, des congés forcément dans un contexte particulier avec cette crise sanitaire. Beaucoup de Français se posent la question de la destination en France, en Europe, voire dans le monde, puisque depuis aujourd'hui, les frontières européennes sont ouvertes à nouveau pour 15 pays. Où les Yvelinois vont-ils partir ? Élément de réponse avec Mathilde Demilly et Mélanie Poquet. Je souhaiterais partir sur Budapest, Oui. si c'est possible. Oui, ça l'est. Cette Saint-Quentinoise programme ses prochaines vacances, un voyage plutôt en octobre, mais surtout sans sortir de l'Europe. On voyage pas mal, surtout mon mari, mais je ne connais pas Budapest et c'est un rêve d'y aller depuis très longtemps. C'est un projet qu'on a depuis 2 ans et on aimerait bien le faire. Dans cette agence unimontaine, les demandes ont été réduites. Emmanuel vend un voyage par jour. À la même époque, l'année dernière, 2 à 3 séjours étaient réservés quotidiennement. Et pour l'été, la tendance va plutôt à l'Hexagone. Beaucoup nous disent je ne veux pas partir en dehors de la France parce que si jamais on doit être reconfiné, on ne veut pas être confiné à la destination. Et d'autant plus d'avoir à payer les frais que ça engendrerait de rester bloqué dans un pays étranger. Le Mali, pour l'instant, on ne peut pas y aller.
Un voyage hors d'Europe encore compliqué. Dès le 1er juillet, les Français peuvent se déplacer en dehors de l'Union européenne, à condition que l'épidémie soit maîtrisée dans le pays souhaité. Pour cette agence versaillaise, 150 voyages ont été annulés depuis le confinement. Même là, des gens qui devaient partir le 3 juillet, je viens d'avoir une annulation de vol pour la Guadeloupe. Donc vraiment, on n'a aucune certitude et c'est ça qui est le plus, on va dire, le plus compliqué, parce qu'on ne peut pas les rassurer. Ça se comprend qu'ils ont envie de partir, mais nous, on n'a pas plus d'informations, malheureusement. Selon les entreprises du voyage, cette année, 87% des Français projettent de partir en vacances en France et 13% à l'étranger. Lors des années précédentes, ils étaient plus de 30% à quitter l'Hexagone. La crise du coronavirus n'en finit pas de faire des dégâts sur son passage en raison des conséquences économiques. 5000 postes vont être supprimés chez Airbus en France, 15 000 au niveau mondial. Le géant de l'aéronautique l'a annoncé hier mardi. La confirmation devrait être donnée cette semaine, mais ce plan social ne devrait pas concerner Airbus Defence and Space, implanté à Élancourt, un site de 2200 salariés. La division, en revanche, était déjà concernée dès mars par un plan de restructuration qui prévoyait la suppression de 99 postes à Élancourt. Les syndicats avaient défilé dans la zone d'activité de la Clé-Saint-Pierre en signe de protestation. Dans le secteur du bâtiment, la reprise d'activité se fait progressivement. C'est dans ce contexte que le centre de formation au métier du BTP à Trappes a organisé courant juin plusieurs journées de rencontres entre les futurs apprentis et les entreprises. L'objectif, permettre aux jeunes en formation à la rentrée 2020 de trouver un employeur pour leur alternance. Nicolas Dandry et Michael Elmidoro. Un conducteur de travaux, on va dire, il est 50% sur chantier, 50% en bureau sur les bases vies. Avec la reprise d'activité sur les chantiers, le besoin en main-d'œuvre se fait ressentir. Les entreprises focalisent leur recrutement notamment sur les apprentis. C'est le cas de ce grand groupe. Une quinzaine de postes en apprentissage est proposée. Tous nos chantiers ont été arrêtés, du coup beaucoup de retard sur certains de nos chantiers, donc on a besoin de main-d'œuvre. Et nous, chez Vinci, on a une forte politique jeune aussi. Donc tous les ans, contexte particulier ou pas, on recrute beaucoup d'apprentis. Pour cette PME spécialisée dans les canalisations, l'assainissement et l'eau potable, les chantiers ont été reportés pendant le confinement. Les recrutements sont nécessaires pour sa reprise d'activité. On a un manque de main-d'œuvre aujourd'hui et pour le futur proche avec des chefs de chantier ou une main-d'œuvre vieillissante. Donc il faut former aujourd'hui pour garder une dynamique et conserver et avoir des jeunes pour demain. L'impact de l'effet Covid, c'est que ça a retardé nos chantiers de 2 mois, mais aujourd'hui, que ce soit sur le volume, il n'y a pas eu de baisse ni d'augmentation suite à ça. CAP, BTS et bac professionnel, toutes les filières du centre de formation des métiers du BTP à Trappes sont en apprentissage. Malgré la crise sanitaire, la structure a organisé cette journée. Objectif, faciliter les rencontres entre les entreprises et les jeunes. Dans le domaine des travaux publics, la demande est forte. On a des demandes des grands groupes, des multinationales dont des agences sont implantées dans les Yvelines. Et on a aussi une demande importante des entreprises type PME ou des entreprises artisanales. On a beaucoup craint il y a quelques mois que les demandes soient très limitées. Mais grâce aussi peut-être aux aides à l'apprentissage et puis à la confiance que les entreprises accordent aux jeunes, la demande reste forte, donc on est confiant. La recherche d'une entreprise pour une formation en apprentissage, parfois un véritable parcours du combattant, un sentiment renforcé par le contexte actuel. Même sans le Covid, c'est toujours compliqué de trouver une entreprise, surtout en alternance. C'est assez long. Même si on s'y prend assez tôt, on a toujours des réponses assez lentes. Par rapport aussi à ce qui s'est passé au Covid, c'est plus difficile d'avoir des entretiens. C'est des entretiens qu'on fait par audiovisuel et parfois ça n'aboutit pas vraiment. Pendant la période du Covid, on n'a pas pu se déplacer, on n'a pas pu postuler et ensuite on a du mal à les joindre. Près de 205 jeunes sont formés chaque année en apprentissage au centre de formation des métiers du BTP à Trappes. 40 demandeurs d'emploi, habitants de 50 ans en Yvelines, formés au métier de développeur web. Cette initiative s'inscrit dans le développement du campus numérique par l'agglomération. Elle est financée en partie par le Fonds social européen. La formation de 3 mois sera dispensée par l'école O'Clock en téléprésentiel. Plusieurs compétences seront enseignées, l'apprentissage de la programmation informatique, la maîtrise des techniques du développement et la conception d'un site web. Les propos recueillis par Nicolas Dandry. Maintenant, on travaille en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
pour mener des campagnes de sensibilisation, d'information et de formation spécifiques au territoire et former des personnes au métier de développeur web. Notre particularité, c'est de travailler à la fois sur les personnes qui sont en demande d'emploi, ça représente à peu près 70% de nos publics, et aussi les salariés en reconversion. On a des personnes on forme des personnes qui ont en moyenne entre 30 et 35 ans d'habitude, mais on a toutes les tranches d'âge de 16 à 55 ans. Cet acteur du web est basé à Montigny-le-Bretonneux. L'AFNIC, l'association française pour le nommage Internet en coopération, lance un cycle de conférences. La thématique, les abus sur Internet. Une série de 4 tables rondes organisées jusqu'au 19 novembre pour sensibiliser le public autour de ce sujet. Le premier événement en ligne va aborder la question du traitement des abus dans le contexte de la crise Covid-19. Et les détails dans cet entretien mené par Nicolas Dandry. En compagnie de Pierre Bonis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'AFNIC. Alors l'AFNIC, c'est l'association française pour le nommage Internet en coopération. Vous êtes implanté à Saint-Quentin en Yvelines et vous êtes notamment gestionnaire historique du .fr des sites Internet. Alors avant de revenir sur l'événement, le forum AFNIC pour un Internet de confiance que vous organisez du 2 juillet au 19 novembre, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'activité de gestion du .fr ? Bonjour à tous. Alors, l'activité de gestion du .fr, ça consiste d'une part à permettre l'enregistrement de noms de domaine en .fr à travers des bureaux d'enregistrement, qui sont des hébergeurs Internet la plupart du temps. Et puis, ça permet aussi, ça consiste à faire fonctionner le .fr, c'est-à-dire à faire en sorte que quand vous avez créé un site web qui fonctionne en .fr, les internautes puissent y accéder. Donc, au fait, on est à la fois une sorte de notaire de l'Internet. On dit à qui appartiennent les noms de domaine. Et on est aussi un aiguilleur, c'est-à-dire qu'on permet de diriger tous les internautes vers vos sites. Et alors aussi, vous avez un rôle d'information, de sensibilisation, et c'est dans ce cadre-là que vous organisez à partir du 2 juillet et jusqu'au 19 novembre un cycle de débats sous le nom du forum AFNIC pour un Internet de confiance. Et la thématique de ces débats, c'est de lutter contre les abus en ligne. Alors pourquoi avoir choisi cette thématique ? Alors, merci d'avoir rappelé que l'AFNIC, au-delà de son rôle de gestionnaire du .fr, elle a aussi un rôle, historiquement, en tant qu'association, d'animation d'un certain nombre de débats au sein de la communauté Internet française. Il nous a semblé que cette question des abus était traitée de manière un peu disparate aujourd'hui, faisait l'objet d'un certain nombre de prises de position qui parfois étaient techniquement assez mal informées. Et il nous a semblé que justement ce caractère un peu neutre du registre Internet .fr pouvait permettre de rassembler un certain nombre d'acteurs pour faire le point sur ce qu'est un abus, comment on peut s'en prémunir et quels sont les moyens technique de gérer les abus, sachant que nous sommes à l'AFNIC assez prudents sur le fait que les abus sur Internet ne se règlent que techniquement. Parfois, ça se règle par d'autres manières. Donc, c'est une manière de faire le point et aussi peut-être d'éclairer à travers ce point-là des décideurs qui peuvent être des législateurs sur les meilleurs moyens de limiter les abus et les risques sur Internet. Alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous avez des exemples d'abus sur Internet ? Alors, les exemples les plus courants, ce sont des exemples qui sont liés, par exemple, à des arnaques, ce qu'on appelle le phishing, c'est-à-dire des personnes mal intentionnées qui se font passer pour un site Internet, ce qu'ils ne sont pas, pour récupérer des données de carte bancaire, des données personnelles, des choses de ce type-là. Vous avez aussi des abus qui relèvent de l'usurpation d'identité. On se fait passer à travers un email pour quelqu'un d'autre pour commander des choses à sa place, etc. Donc, il y a finalement toute une série d'abus possibles. Et puis, il y a des abus qui sont des abus qu'on appelle des abus techniques. Par exemple, le spam, c'est un abus technique. C'est-à-dire que non seulement ça pose des problèmes à ceux qui le reçoivent, mais ça pose aussi des problèmes aux infrastructures de l'Internet parce que c'est énormément de messages qui partent
alors qu'ils ne sont pas légitimes. Donc ça sera probablement un élément dans les mois à venir qu'on aura à distinguer. Quels sont les abus classiques et les abus techniques? Le premier sujet que vous allez aborder ce jeudi 2 juillet de 10h à midi, c'est une conférence en ligne pour public, pour tout le monde. C'est le traitement des abus dans le contexte de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Y a-t-il des abus spécifiques à cette crise? Alors, ça sera l'objet du débat, donc je ne veux pas préempter ce que diront nos invités, puisque nous ne sommes pas les seuls à parler, bien sûr. Il y aura la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, il y aura un homologue étranger, notre homologue danois, et il y aura un grand bureau d'enregistrement qui est Gandhi, qui s'exprimeront là-dessus. Néanmoins, nous, la vision qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu d'abus particulièrement spécifiques durant cette crise. Il y a eu les mêmes abus que d'habitude. Simplement, on était plus attentifs et on considérait que ces abus étaient peut-être plus dangereux qu'ils ne l'étaient d'habitude. C'est-à-dire que des arnaques des sites en ligne qui vous envoient jamais votre commande, malheureusement, ça existe. Les militaires, mais ça existe. Des sites en ligne qui vous envoient jamais le gel hydroalcoolique pendant la crise, ça a beaucoup plus énervé les gens que d'habitude. Voilà. Donc il y a eu une mobilisation contre les abus en ligne qui a été plus forte en raison, au fond, de l'urgence sanitaire et du confinement et du fait que beaucoup de gens se sont reportés sur les achats en ligne parce que précisément, ils ne pouvaient pas acheter en vrai dans la rue ou dans les boutiques. Donc, pas de nouveaux abus, mais une sensibilité beaucoup plus forte aux abus, je dirais, habituels. Et pour en savoir plus, du coup, par rapport à cette thématique, il faudra participer et en tout cas en ligne, se connecter sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. C'est ce jeudi 2 juillet de 10h à midi. Merci Pierre Bonny. Merci beaucoup à vous. Directeur général de l'AFNIC. Au chapitre culturel, les 3 prochains samedis seront musicaux à Magny-les-Hameaux. Le Musée national de Port-Royal des Champs et le Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines se sont associés pour proposer 3 concerts en plein air. Une invitation au voyage entre les rives de la Méditerranée et de l'Angleterre. Présentation avec Aurélie Ronce. La voix de la soprano algérienne Amel Brahim Djeloul résonnera le 4 juillet prochain sur le site du Musée national de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux. Après la période d'arrêt culturel due à la crise sanitaire, le musée et le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines souhaitaient remettre les artistes sur le devant de la scène. On s'est dit que c'était l'occasion d'aller sur ce qu'on appellera des musiques croisées ou des musiques plurielles, comme on veut, et de voyager entre les rives de la Méditerranée jusqu'à l'Angleterre, et puis revenir en Espagne, essayer de traverser à la fois les styles et les époques. Après les mélodies orientales, cap le samedi 11 juillet sur l'Angleterre du XVIIe siècle avec la musique baroque d'Henri Purcell. Le 18 juillet sera consacré aux musiques du siècle d'or espagnol. 3 concerts, 3 univers musicaux différents voulus par le directeur artistique de ces manifestations, Jérôme Correas, directeur musical de l'ensemble Les Paladins. Le public de Saint-Quentin connaît bien cet ensemble puisqu'on l'a accueilli à plusieurs reprises, très souvent sur de la musique baroque, ce qui est sa spécialité. Donc il connaît bien le territoire, il connaît bien Port-Royal aussi. Donc le contact avec Philippe Luet et avec le Musée national a été extrêmement simple. Et c'est pour ça qu'on a été plutôt très réactifs. On savait ce qu'on pouvait faire, tout le monde se connaissait, toutes les forces en présence se connaissaient. À chaque rendez-vous, 1 heure de voyage musical en plein air tout en respectant les gestes barrières. Port du masque obligatoire, tout comme la réservation. Depuis la semaine dernière, votre rubrique hebdomadaire dans les salles est de retour dans le journal. Chaque semaine, visite dans les cinémas des environs pour connaître leur programmation. Ce soir, c'est au Ciné 7 d'Élancourt que nous nous rendons et c'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Alors après cette longue période de confinement, nous sommes très heureux évidemment de vous retrouver au Ciné 7 et notamment avec le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, une sortie nationale. C'est un petit peu difficile en ce moment parce que les distributeurs sont relativement frileux,
Mais on est très content de sortir le second film de Grégory Magne, le réalisateur qui avait précédemment réalisé le film L'air de rien avec Michel Delpech, qui racontait les affres d'un chanteur un peu esseulé et oublié. Et cette fois-ci, le film s'appelle Les Parfums. Il est interprété par Emmanuel Devos, que tout le monde connaît, qu'on a vu dans Moka récemment avec Isabelle Huppert, et un autre acteur qui s'appelle Grégory Montel, voilà, qui avait déjà joué dans L'air de rien. Donc Les Parfums, c'est l'histoire d'une parfumeuse, enfin de quelqu'un qui crée des fragrances, qui est quelqu'un de un petit peu hautain, supérieur, qui vit isolé dans son monde. Elle est très connue, très réputée. Et elle va recruter un jour un chauffeur qui ne va pas avoir peur de s'opposer à elle. Et il va se tisser forcément des liens relativement intéressants entre les deux. La serveuse, pas un seul instant vous avez levé la tête pour la regarder. Mais les gens n'ont pas qu'une odeur. Je suis sûr que vous n'êtes même pas capable de dire 2 mots, juste 2 mots. Merci. Je vous en prie. Voilà, c'est l'histoire de ce film que vous pourrez découvrir cette semaine sur nos écrans au Ciné 7, réouvert d'Elancourt. Avant de vous laisser, il sera peut-être désigné ce soir comme le village préféré des Français. Montfort-l'Amaury, 3000 habitants, représente l'Île-de-France dans l'émission de France 3, animée par Stéphane Bern. Une compétition rude face à 13 autres candidats dans toute la France. Montfort-l'Amaury pourra en tout cas compter sur ses atouts. La tour Anne de Bretagne qui domine la commune, son église Saint-Pierre et son cimetière aussi avec son cloître vieux de 500 ans. C'est là que repose l'illustre Charles Aznavour. Pour suivre l'émission, 3 écrans géants seront disposés ce soir dans le village, c'est à partir de 21h05. Bonne chance aux Montfortois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.